Salut à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas parler d'immeubles de rapport, on va pas parler même d'investissement immobilier, on va parler de quelque chose d'un peu différent. On va parler de résidence principale. D'habitude, j'aime pas trop en parler parce que je considère que c'est pas forcément le meilleur des choix pour démarrer, en tout cas à investir dans l'immobilier, le fait de commencer par sa résidence principale. Par contre, à un moment donné, je pense qu'on a tous envie d'être propriétaire de sa propre résidence principale. Enfin, je pense, en tout cas, ça a été le cas pour nous assez rapidement. Pour revenir un petit peu sur les différentes phases de nos achats de résidence principale avec Émilie. La première résidence principale qu'on a achetée, c'était en 2013, quelques 6 mois à peu près après le premier investissement, qui était un immeuble de rapport de 6 appartes. On a décidé d'acheter notre résidence principale un peu sur un coup de tête. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que on voulait quitter l'appartement dans lequel j'étais depuis à peu près 1 an. J'ai donné mon préavis de départ et je me suis dit bon allez go, je vais chercher un appart pour louer à la base. Au bout de 2 semaines, ça m'a saoulé. J'ai été confronté en fait aux problématiques de tous les locataires en région parisienne. Envoyez-moi votre dossier, envoyez-moi ci, envoyez-moi ça. J'étais en période d'essai, je crois. Du coup, bon, j'étais sûrement pas la priorité. Alors que j'avais déjà un immeuble, que je gagnais plutôt bien, enfin, je gagnais correctement ma vie. Donc je comprenais pas pourquoi c'était aussi compliqué que ça finalement d'avoir un logement. Donc j'ai laissé tomber et j'ai dit bon bah fuck, je vais gérer ça moi-même et je vais directement acheter un appartement. Ce qui n'a pas été vraiment un très bon choix. Alors je sais pas tous les chiffres en tête, mais en gros frais de notaire inclus, ça nous a coûté je crois 170 000 euros et on l'a revendu 3 ans après. Le même prix ou légèrement en dessous de ce prix-là. Donc pas d'argent gagné sur cette opération-là. Malgré tout, pendant 3 ans, bon, on a pu vivre dans un appartement qui nous convenait, qui était parfait pour nous. Sauf qu'il était trop petit à un moment donné, puisqu'on est parti en 2016. 2016, année où on a quitté du coup en même temps nos 2 emplois avec Émilie et on est parti s'installer à la campagne dans la Marne. Voilà. Où on est actuellement, d'accord, pour plus très longtemps, je l'espère. Encore quelques mois normalement à tenir, mais on va bientôt partir pour aller dans le sud de la France. Et donc cette maison ici, on l'a achetée en réalité 50 000 euros. Donc il y avait des travaux à faire à l'intérieur. On a acheté 50 000 euros et on a fait à peu près la même somme de travaux. C'est-à-dire 50 000 euros d'achat, 50 000 euros de travaux. On a fait un prêt, pour tout vous dire, je crois de 90 ou 95 000 euros, j'ai plus les chiffres en tête. Sur 20 ans, et on rembourse 450 euros par mois à 2, je crois. Donc bref, c'était dérisoire. Et du coup, on a pu faire la maison comme on le souhaitait. Et donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça fait 3 ans, même 4 ans. Ouais, ça va faire 4 ans qu'on est ici. Et il est temps de passer une nouvelle étape. Et voilà. On était venu ici aussi par rapport à des histoires d'argent. C'est-à-dire que quand on quitte tous les deux un CDI, bon, on se dit, ok, bah, comment je vais faire en fait? Comment je vais faire avec tout ça? Comment je vais vivre, même si on avait des revenus locatifs? C'était une forme de sécurité de partir dans un endroit où le prix de l'immo est moins élevé, le coût de la vie, les tentations sont moins présentes aussi. Et du coup, ça nous a rassuré de venir ici. Maintenant, tout ça c'est fait. Donc maintenant, on va partir. On est parti en recherche. C'était quand il y a quand est-ce qu'on est parti? C'était il y a 2 mois, je crois. Même pas 1 mois, je pense. 1 mois, on est parti en recherche. Ceux qui étaient sur Insta, ils ont suivi. Donc, allez suivre. Je vous mets le lien pour aller suivre sur Insta. Il y a eu toutes les stories avec toutes les. Vous pouvez retrouver dans les, je sais pas comment ça s'appelle là, les highlights ou je sais pas quoi là, toutes les stories de notre recherche justement de notre future résidence principale. Et tout ça pour venir à dire quoi? Que bon, ici c'était un choix, on va dire raisonné, raisonnable. Et après, on est parti du coup dans le sud où on est allé sur des budgets moins raisonnables, on va dire. Puisqu'on était dans une phase où, ok, on a stabilisé notre situation, on gagne bien notre vie, on a des économies, maintenant on peut se faire plaisir. Et donc, on s'est fait plaisir. Je mettrai quelques petites images de la maison sur laquelle on est en train d'avancer. Ok, elle n'est pas encore achetée, le compromis est signé, mais ça avance. Et surtout, la réflexion a été de se dire sous quelle forme on va l'acheter cette maison. Parce que je sais que vous vous posez tous la question à un moment donné d'acheter votre résidence principale et la question vient tout le temps de se dire sous quelle forme je vais acheter cette maison? Est-ce que j'achète en nom propre? Et est-ce que je peux acheter en SCI? Est-ce que ça a du sens d'acheter en SCI? Alors,
Cette question est un petit peu complexe. Ça dépend de tellement de choses, il y a tellement d'éléments complexes pour répondre à cette question-là. Dans 95% des cas, ça sera plus intéressant d'acheter en nom propre à partir du moment où vous avez une vision de revente à un moment donné. Parce que, comme vous le savez, quand vous avez votre résidence principale en nom propre, vous êtes exonéré de plus-value dessus. Donc, si vous avez prévu de gagner de l'argent ou au moins de stabiliser par rapport au prix de vente, à ce moment-là, ça me paraît être intéressant si vous avez imaginé revendre dans quelques années. Si vous n'avez pas du tout de vision de revente avant des années ou des générations, bon, la réflexion peut être un peu différente, mais je pense qu'on ne sait jamais vraiment combien de temps on va rester dans une maison et si c'est pas la maison de vos rêves, vous êtes peut-être y rester 5-10 ans, mais peut-être pas plus longtemps. Donc, dans un cas où vous n'avez pas d'autre activité dans cette maison en soi que le fait d'y vivre et que vous avez prévu de revendre à un moment donné, dans 95% des cas, ce sera plus intéressant de le faire avec du nom propre directement. Alors, du coup, dans quel cas ça peut être intéressant finalement de travailler en SCI, en société civile immobilière, notamment à l'impôt sur les sociétés. Il y a plusieurs éléments qui peuvent être intéressants et il faut maîtriser un petit peu les bases de la fiscalité pour comprendre l'intérêt que ça peut avoir. Imaginez plusieurs possibilités. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, important, c'est que lorsque vous achetez en SCI à l'IS, votre résidence principale, vous devez être locataire de votre résidence principale et donc vous devez payer un loyer qui doit être cohérent par rapport au marché. D'accord? C'est pas si les loyers dans le secteur sont à 1000 euros, vous pouvez pas vous verser 300 euros par mois pour votre loyer. C'est pas possible. À un moment donné, vous allez vous faire retoquer par le fisc. Donc, il faut être cohérent par rapport au marché. Une fois que ça c'est fait, vous devez vous dire comment je peux financer. Je peux financer avec un crédit. Ça, ok. Je veux dire, du coup, il n'y a pas de grosse différence entre le fait de vouloir le financer en nom propre ou en soi le financer en SCI. Il n'y a pas d'avantage particulier à le faire financer en SCI en réalité. Le vrai avantage, il est au niveau de l'apport et de qui paye. En fait, c'est la question, en fait. C'est ça. C'est qui va payer. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. Et lorsque vous avez pour objectif, par exemple, pour certains, de me dire comment je fais pour vivre de mes investissements IMO, comment je fais pour me payer en SCI, comment je fais pour me payer en holding, etc. Ça peut être une des solutions dans le sens où vous pouvez très bien imaginer dans la réflexion que la holding, par exemple, mette en place une forme de convention de trésorerie avec votre SCI pour apporter du cash. Apporter du cash. Alors, ça, c'est dans le cas où soit vous avez une société qui génère beaucoup de cash, soit vous avez des SCI qui sont suffisamment anciennes, qui ont généré suffisamment de bénéfices et de trésorerie pour pouvoir la faire circuler à travers la holding et la redistribuer sur d'autres structures, SCI. Vous pouvez aussi envisager sur une SCI qui aurait un peu d'âge en soi, qui aurait beaucoup de trésor, imaginez l'acheter avec celle-ci. Vous pourriez imaginer acheter avec une SCI sur laquelle il y a beaucoup de trésor et utiliser cette trésor justement en apport sur l'opération pour pouvoir utiliser en fait le cash que vous avez dans vos structures, que ce soit SCI, holding ou même SAS pour certains, utiliser ce cash-là pour le mettre en apport et pas se dire ok finalement aujourd'hui j'ai pas de cash donc je dois me verser des dividendes, payer 30% d'IS dessus, enfin d'impôt dessus pardon, pour après ensuite le réinjecter en apport sur une opération. Alors ça peut paraître un peu limité, mais en réalité, lorsque vous n'avez pas de grosses économies en perso et que votre cash il est principalement sur vos structures SCI ou holding, ça peut avoir du sens. Parce que malgré tout, il y a quand même 30% de différence entre je sors l'argent ou je laisse l'argent. Donc ça peut avoir du sens. Bon, si la banque est prête à vous financer la totalité, vous pourriez imaginer que ça change pas grand chose en soi, du coup d'apporter rien du tout, c'est-à-dire de faire le prêt en nom propre plutôt qu'en SCI. Alors, dans quel autre cas ça peut avoir du sens? Ça peut avoir du sens quand vous avez aussi une activité dans cette résidence principale. C'est-à-dire que quand l'achat que vous allez faire, soit vous achetez par exemple un immeuble et à ce moment-là vous avez un des logements qui est pour vous, mais c'est peut-être pas votre rêve, mais ça peut être aussi acheter un immeuble ou une maison, une grande maison avec des dépendances, avec
des pièces qui pourraient être réservées pour votre activité professionnelle. Alors, l'activité professionnelle, ça peut être des SCI, ça peut être votre holding, ça peut être aussi votre activité entrepreneuriale, quel que soit votre business. Donc, vous pouviez imaginer avoir des bureaux de vos différentes structures dans différents espaces de la maison qui seraient réservés uniquement à ça, c'est important. Mais ça peut être une possibilité. Donc, je peux pas vous dire que c'est plus intéressant d'acheter en nom propre ou d'acheter en SCI. Dans beaucoup de cas, ce sera plus intéressant d'acheter en nom propre. Mais si vous êtes un gros investisseur et que vous allez avoir beaucoup de cash en soi ou beaucoup de trésor sur vos différentes structures sociétés, à ce moment-là, ça peut avoir du sens d'acheter en société. On a fait le calcul. J'avais fait un mail là-dessus justement sur la newsletter. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, hein. Elle est gratuite. J'avais fait un mail là-dessus sur lequel je faisais un détail du calcul pour l'achat de notre résidence principale. J'avais fait le détail de tous les calculs justement et pour expliquer comment ça marche et la différence entre qu'est-ce qui se passe si on achetait en nom propre et si on achetait en SCI, je crois, avec une revente sous 5 ans. Au final, il s'avère que une fois qu'on avait pris tous les calculs en compte, mais sans compter d'apport, c'est-à-dire sans compter un apport potentiel, on était à l'équilibre. Ça ne changeait rien. D'accord ? Que ce soit en nom propre ou un SCI, ça ne changeait rien. La plus-value à la revente sur la SCI était compensée en fait par, comment vous expliquer, par la fiscalité avantageuse de louer une partie de cette habitation en fait à travers une structure SCI. Qu'est-ce que j'entends par là ? Si vous avez votre habitation sur laquelle vous voulez louer une partie, d'accord, louer une partie de votre habitation, ou en tout cas d'autres espaces qui sont détenus par cette parcelle en soi. Ben, si vous voulez faire ça et que vous achetez en nom propre, ben, du coup, ces locations vont être imposées en nom propre. Si vous n'avez pas de travaux dessus, si vous n'avez pas du meublé, vous allez vous faire exploser. Par contre, si vous détenez la totalité de votre résidence principale plus les dépendances en SCI, à ce moment-là, en SCI à l'IS, ben, du coup, le reste sera imposé à l'IS. Et là, ça aura beaucoup plus de sens. Et rien que cette différence-là, en fait, eh ben, ça nous permet en réalité d'être un peu plus avantageux, mais quasiment rien sur le papier entre l'achat en SCI et l'achat en nom propre. Mais ce sur quoi on n'avait pas compté, c'était l'apport potentiel. Et c'est là où ça devient beaucoup plus intéressant lorsque la banque vous demande de l'apport, ce qui est le cas pour l'instant dans la négociation qu'on a. La banque nous demande de l'apport, nous demande 50 000 € d'apport sur l'opération dans un premier temps, plus potentiellement des comptes à mentir, et tout ça c'est en discussion, donc je ne veux pas trop en parler pour l'instant. Mais quand on arrive à ça, ben à ce moment-là, ça devient vachement intéressant parce que si ces 50 000 ou ces 100 000 €, vous les avez pas en nom propre, ben ça veut dire qu'il va falloir les chercher, donc il va falloir les sortir en dividendes, et donc ces 100 000 € vont devenir 70 000 € quand vous allez les sortir. Et quand vous allez réinjecter, ben vous aurez injecté que 70 000 et pas 100 000. Donc ça a quand même, il y a beaucoup de manières de faire pour pouvoir optimiser après derrière lorsque vous êtes en SCI. Lorsque vous êtes en nom propre, vous allez être relativement bloqué. La SCI va vous permettre d'optimiser vachement. Et une autre chose, par exemple, qui pour nous permettrait de switcher aussi et d'augmenter encore l'intérêt de la SCI. Tout d'abord, on sait qu'on pourrait louer la maison l'été. Alors, on n'a pas... Je sais pas si on va le faire. Pour l'instant, on n'a rien décidé par rapport à tout ça. On sait que ça se louait 2500 € la semaine. Donc, on sait que ça peut se louer l'été. Et si on ne loue pas l'été, on sait aussi qu'on peut organiser des événements. On peut imaginer plein d'autres choses, en fait, qui pourraient être organisées dans cette maison pour la rentabiliser en soi davantage et donner encore plus d'avantages sur le fait de l'avoir acheté ou d'être en train, en tout cas, de l'acheter en SCI plutôt que de l'acheter directement en nom propre. Alors, une autre chose importante, c'est que avec les calculs qu'on a fait par rapport au prix d'achat de cette maison et par rapport au loyer à la fois des bureaux qui seront à l'intérieur et des loyers de nous en tant que locataires, ben finalement, quand on fait le calcul, on est en cash flow négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, au prix du crédit de cette maison-là, avec le loyer que nous on va verser et le loyer que la société va verser pour les bureaux qui seront à l'intérieur, à la fin du mois, il va en manquer. Et là, il y a encore plus d'intérêt puisque du coup, c'est la holding qui va pouvoir financer cette partie-là.
c'est la holding qui va pouvoir en fait financer le manque de trésorerie tous les mois à cause de ce cash flow négatif. Ça, c'était l'hypothèse numéro 1. Et l'hypothèse numéro 2, c'est encore plus malin, j'ai envie de vous dire, c'est qu'on est également en train d'acheter des bureaux à part de Club Immobilier sur lesquels on va avoir toutes nos équipes qui vont être localisées. Eh bien, cet investissement-là sera, lui, avec cash flow positif parce que c'est un investissement immobilier et c'est pas simplement un achat coup de cœur de résidence principale. C'est un projet qui va coûter aux alentours de 150 000 euros, tout compris avec les travaux, peut-être un peu plus, et qui sera loué à peu près 1 200 euros par mois. Ce qui fait qu'on va avoir un cash flow positif là-dessus. Et si mon calcul est bon, normalement, en fait, le cash flow positif de cet achat de bureau va compenser le cash flow négatif de la résidence principale. Enfin, de la résidence principale avec les bureaux à l'intérieur. Et donc, ce qui fait que les deux achats vont créer un équilibre total, un cash flow en fait neutre tout simplement, sur lequel il n'y aura pas d'apport à mettre, ni de la holding en apport tous les mois, ni de notre part en plus tout simplement du loyer qui serait versé tous les mois. L'avantage aussi, c'est que vous avez un loyer fixe qui est défini, sur lequel vous pouvez inclure aussi des prestations. Et donc, c'est là où ça peut être vraiment intéressant. On peut même imaginer faire de la location meublée à l'intérieur. Donc, on peut imaginer que la SCI, attention, hein, la SCI finance les meubles de la maison et des bureaux et fasse de la location, du coup, meublée à la fois des bureaux et à la fois de la maison. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être imaginées. Faut faire attention malgré tout à ce que vous faites. Faites attention en tout cas au loyer que vous prévoyez. C'est vraiment important quand même que ce soit encore une fois en cohérence avec le marché. Et n'oubliez pas par contre que lors de la revente, vous êtes imposé comme sur la plus-value des professionnels, donc vous n'avez pas d'avantage particulier sur la durée détention et même au contraire, vu que vous êtes en SCI ADS, vous allez avoir un amortissement qui va avoir un fort impact en fait sur la fiscalité à la revente. Mais tout ça, ce sont des calculs qu'il faudra prendre en compte, donc voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu cette petite histoire. Si vous voulez vous abonner à la newsletter qui est gratuite, vous avez le lien en dessous de la vidéo, vous avez juste à cliquer, laisser votre mail et vous serez automatiquement inscrit. J'écris pas forcément tous les jours, j'essaye d'écrire tous les jours, je n'ai pas encore cette discipline, j'essaye en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez également cette vidéo à vos amis et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Investisseurs ou des investisseurs pour